L'aventure a commencé quand j'ai fait ma thèse. J'ai eu la chance de rejoindre l'équipe d'Olivier Faugeras, qui était au top mondial à l'époque dans la vision par ordinateur, pour notamment la robotique, la navigation des robots de manière autonome. Donc c'était une équipe dont la spécialité c'était la perception 3D à partir d'images. Peu après que j'ai rejoint l'équipe, en fait, je me suis rendu compte que la reconstruction 3D à partir d'images, c'était quelque chose qui résolvait des problèmes pour des industriels. On était de plus en plus confrontés à des gens qui venaient nous voir en nous demandant des choses, des gens de sociétés diverses. Et là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une opportunité de créer une entreprise qui pourra donc utiliser ces technologies pour résoudre des problèmes intéressants. À l'époque, en fait, c'est un domaine qui était en pleine maturation. Donc, on était encore en train d'essayer de casser des problèmes mathématiques liés à la géométrie, notamment entre différentes vues qui peuvent observer une scène. Et c'est le moment où, en gros, on a cassé les équations et on est passé à des algorithmes qui pouvaient utiliser les solutions. Donc la thématique, c'était de prendre un certain nombre d'images prises de différents points de vue, ou pas d'ailleurs, et de reconstruire une information qui en général était de type tridimensionnel, donc 3D, plus les textures aussi, qui donnent le réalisme lorsqu'on observe ensuite le modèle, à partir de ces images. Alors ce qu'on voulait, c'était faire ça de manière la plus efficace, la plus automatique, et puis aussi la plus flexible, donc être capable notamment d'avoir le moins de contraintes possibles sur la prise de vue pour pouvoir traiter des images, par exemple, dont vous ne maîtrisiez pas l'acquisition. C'est une recherche dont le but initialement c'était la robotique autonome, robotique mobile autonome. Donc le but c'était qu'un robot puisse percevoir son environnement en 3D. Mais à partir de là, un robot va peut-être créer une représentation en interne sur laquelle il pourra prendre des décisions de navigation, mais cette représentation-là, elle peut servir à plein d'autres choses. Donc c'est là où on s'est rendu compte que ce type de représentation, qu'on pouvait extraire des images, pouvait servir à différents marchés, comme les effets spéciaux, comme la conception en 3D, la CAO, et même les photographes professionnels, qui, même s'ils ne font pas de 3D, peuvent en utiliser des produits dérivés. Oui, ça a été un processus assez complexe en fait, de réussir à définir concrètement quels étaient les besoins les plus urgents et qui pouvaient se traduire en réel business. Donc dans ce processus de définir, de créer des produits et de les vendre ensuite à des clients, un des gros challenges a été en fait d'identifier les vrais besoins les plus urgents et ceux qui allaient pouvoir se transformer en vrai business. Donc notre choix a d'abord porté sur le marché des effets spéciaux, que mon associé Dominique Pouliquin connaissait bien pour y avoir travaillé. Et donc nous avons pu assez vite en fait, sortir un premier logiciel qui s'appelait Matchmover et qui servait à faire de l'incrustation 3D d'effets spéciaux dans des vidéos qui ont été filmées avec une caméra qui pouvait potentiellement être en déplacement. Alors ensuite, le deuxième logiciel que nous avons créé s'appelait Stitcher et il permettait à partir d'une caméra statique de créer des vues panoramiques par assemblage d'images. C'est quelque chose que maintenant vous retrouvez dans tous les téléphones, mais à l'époque ce n'était pas aussi mûr et les technologies étaient toutes fraîches. Et on pouvait donc, étant photographe professionnel, prendre des photos en nombre et les assembler en des photos panoramiques qui pouvaient être d'une résolution énorme, donc ça pouvait servir à faire par exemple des affiches ou alors des photos de très très haute définition, ou alors tout simplement des images pour Internet, des images panoramiques dans lesquelles on pouvait naviguer de manière interactive. Les produits se vendent, mais c'est toujours un challenge de réussir à être visible. Le marketing était une partie compliquée. Et donc ce qui nous a aidé avec ce premier produit, c'est le fait que c'est un petit marché finalement, le marché des effets spéciaux. On en connaissait déjà les principaux acteurs. On est même allé voir les principaux studios. On rendait visite directement aux studios de George Lucas ou aux studios Sony, Picture Imageworks, etc. Alors ces studios étaient en demande d'outils logiciels. Parfois ils avaient leurs propres outils, mais sur ce marché, les gens sont très demandeurs de technologie parce qu'ils ont des choses très complexes à faire en fait. Et le plus on peut automatiser leurs tâches, le plus ils pourront se consacrer à la partie artistique de l'affaire. Et donc ils étaient très demandeurs et en fait cette technologie pour ce marché-là a permis quand même de réaliser une vraie révolution puisque une tâche qui pouvait prendre peut-être une semaine à un opérateur au début de la société
À la fin de la société, c'est quelque chose qui était devenu presse-bouton dans la plupart des cas, complètement automatique, et qui pouvait prendre peut-être 5 minutes. Voilà, alors Internet prend une dimension considérable et devient un vecteur de business. Ça devient un moyen pour les gens de faire du commerce notamment. Et là, donc, on a identifié que le fait de pouvoir reconstruire des modèles 3D des objets pouvait être un moyen pour les gens de faire de la vente en ligne. Maintenant, ça peut paraître, ça fait sourire un petit peu, mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et donc, on a fait rentrer des investisseurs au capital pour développer ça de manière plus rapide. Et on espérait devenir la société qui permettrait de faire du business en ligne, en 3D, sur Internet. Alors, Realviz a eu toujours de très fortes connexions avec l'INRIA. Bon, d'abord, j'ai fait ma thèse là-bas. Et puis, donc dans les fondateurs, 6 personnes, la moitié venaient de l'INRIA, 3 personnes. Ensuite, tout au long du développement, donc on a été accompagné par l'INRIA, qui nous a beaucoup aidé. D'abord, avant la création de l'entreprise, l'INRIA nous a aidé dans la recherche des marchés et la définition de ce que pourrait être la mission de la société. Ensuite, l'INRIA nous a accompagnés en nous fournissant des locaux pour les premiers mois de la compagnie, avant qu'on trouve nos bureaux. On est resté en contact avec tout le tissu de la recherche sophipolitaine, et toujours à l'affût en fait, de nouvelles technologies qui pourraient nous permettre d'avoir un différenciateur par rapport à nos concurrents notamment. Donc on a conservé bien sûr des liens avec l'INRIA très forts, mais on a aussi développé des liens déjà avec d'autres équipes au sein de l'Institut, et puis aussi avec l'Université de Nice, avec l'I3S. Toujours à l'affût, et puis on a participé à des projets collaboratifs aussi, de type projet européen ou projet financé par le ministère de la Recherche en France. Ah, si c'était à refaire, je le ferais définitivement, oui. Je pense que le mode de fonctionnement qu'on a eu, qui était un mode par investissement très agressif pour essayer de se développer très très vite, c'est un choix. On a fait celui-là. On aurait pu faire un autre qui est de se développer lentement, mais en développant le business en fait plutôt que l'investissement. J'aurais bien aimé aussi essayer cette option. Je pense que le processus de création de start-up, en fait, il a continué, bien sûr. Il a peut-être un petit peu évolué dans le sens où maintenant, toutes les communications et toute l'information est disponible beaucoup plus facilement qu'avant. Les gens peuvent faire des levées de fonds sur Internet, de manière collaborative, pour commencer à développer un peu l'embryon d'une idée. Le processus s'est un peu accéléré de ce point de vue. Probablement, on suivrait une trajectoire différente. Là, on s'est attelé à des marchés finalement assez anciens, traditionnels, on va dire. Aujourd'hui, la première chose qu'on regarderait, c'est l'aspect en ligne, l'aspect cloud, l'aspect Internet. Et donc, ça aboutirait certainement à des produits d'une teneur un peu différente. La technologie derrière serait peut-être la même, mais la réalisation et le business aussi, le mode de business serait probablement différent.